Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo donc qui est le bilan lecture de 4 lectures que j'ai fait entre janvier et février. C'est des lectures hors les votes abonnés. Étant donné que sur les votes des abonnés, je suis ultra labour. Au niveau de février, j'en ai lu qu'un. Mais c'est pas grave, je me dis que je les lirai au fur et à mesure. L'important c'est que je les lise quand vous les votiez. Donc voilà, je vais les lire. Je suis dans le deuxième sur trois là, j'en suis à un quart, bref. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas de vote des abonnés, enfin de bilan lecture des votes des abonnés en mars pour le moment, parce que bah, je suis totalement à la bourre. Enfin, est-ce qu'on peut être à la bourre quand on lit? J'en suis pas sûr. Mais du coup, 4 lectures, donc c'est des lectures que j'ai faites suite à mes pales que j'avais faites. On va commencer, il y a eu un abandon, deux lectures pas ouf et une sympathique. Donc voilà. J'ai tout d'abord un abandon à vous parler, donc c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley aux éditions Pocket. Moi je l'avais dans cette magnifique édition avec le fourreau spécial Fnac. Ça l'a pas fait du tout. Dans Le meilleur des mondes, Aldous Huxley va nous essayer de nous expliquer. J'essaie de dire ce que j'ai compris. En gros, on est dans un monde où les enfants sont créés par des machines. Il n'y a plus réellement de femmes qui portent d'enfants. Ils sont modifiés génétiquement pour être des alphas, des omégas, etc. Et nous, on va être dans cette société et on va essayer de découvrir cette société qui s'appelle Le meilleur des mondes. Donc, on est sur de l'utopie très classique, on va dire. Je n'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire, la plume est très très froide. Je sais pas, c'était ultra hermétique pour moi, et moi il y a eu quelque chose qui l'a pas fait du tout. Euh, En gros, on va suivre des humains qui sont programmés en soi, voilà, qui sont éduqués, programmés et tout, d'une certaine manière, et on modifie leurs gènes pour qu'ils soient, qu'ils aient des comportements un peu spéciaux, si je puis dire, vraiment. Et en gros, on a toute une scène qui se passe dans un jardin d'enfants. Donc, on a des enfants qui ont entre 7 et 8 ans. Et on assiste à de la fornication entre enfants. Voilà, je suis choqué. J'ai été choqué quand j'ai lu cette scène. En gros, ça va commencer, on va avoir un enfant qui va refuser de forniquer avec une de ses camarades. Donc cet enfant va être puni de refuser ça, et donc du coup, l'autre enfant va être amené à un autre de ses amis pour qu'elle puisse le faire avec un autre enfant. J'ai lu cette scène et j'ai fait un blocage et je n'ai jamais réussi à rentrer dans le bouquin depuis ce passage. C'est vers les pages 70. Tout vous dire, je crois que j'avais abandonné à la page 100. Voilà, j'ai vraiment dit je n'arrive pas à rentrer dedans, ça sert à rien. En plus, à un moment, il y a un passage où on enchaîne énormément de points de vue dans le livre et je n'arrivais plus à le comprendre. Et vu que j'arrivais pas à rentrer dedans, bah, ça a été détruit directement. Enfin, vraiment, j'ai eu un blocage sur ce passage-là et depuis, ça a été fini pour moi. Cette lecture, c'est un classique de la SF, mais c'est pas assez classique pour que je puisse. Enfin, pour moi, ça a été un non direct. Enfin voilà, c'est ce rapport au sexe qu'il y a tout le livre. En plus, c'est vraiment que sur les 100 pages que j'ai lues, il y a énormément un rapport au sexe très important. Alors, il le dit dans la préface que oui, pour lui, dans une société très très avancée, plus on va avancer dans la société et plus on va être, le sexe va prendre une place importante. Ok, mais des enfants de 8 ans, j'ai vraiment eu du mal sur ce concept-là. Donc j'ai vraiment été ouais, choqué, si je puis dire. Choqué, j'étais pas prêt. J'en ai parlé avec Kako Boukin qui elle ne l'a pas encore lu, mais qui a été très choquée, qui a été très surprise que je lui ai dit ça. Elle me dit mais il faudrait en parler en fait. Pourquoi personne n'en parle que dans ce livre il y a cette scène. C'est vrai que bah, ça peut être très perturbant et comme moi ça m'a vraiment sorti du truc quoi. Donc le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, bah ça sera sans moi, ça sera pas ce monde-là que je souhaiterais. Excusez-moi. Tac. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec Lully un thriller de Franck Tillier, donc c'est Lucas, donc aux éditions Pocket. Oui, j'ai gardé le bandeau. Alors, je vais utiliser une phrase très simple pour parler de ce livre. C'est un très bon thriller, c'est un très mauvais Franck Tillier. Là, on est dans la saga Charcot et Nebel. On va les suivre, ils vont mener une enquête, alors que je me remette un peu les événements en tête. On va être sur de la gestation pour autrui, mais avec, évidemment en France ce n'est pas autorisé, donc c'est de manière illégale.
on va suivre un tueur qui va avoir kidnappé deux personnes et qui va vouloir faire choisir les gens entre lequel des deux va survivre. Donc les gens vont pouvoir voter sur Internet pour choisir lequel des deux personnes va survivre. Et c'est des personnes qui ont une popularité. Donc une des deux est une vlogueuse. En gros, elle vlog ses sorties running. Et l'autre est justement une personne qui a eu recours à à la GPA et qui est illégale en France. Et donc du coup, voilà, ils vont devoir choisir entre ces deux personnes. On a aussi en parallèle une autre enquête qui est sur un corps qui a été retrouvé en forêt dans un sale état. Et donc on a ces deux enquêtes en parallèle qui vont se suivre et qui vont peut-être à un moment se regrouper, vous vous doutez bien. Alors déjà moi je l'ai fait en audio de A à Z. On a été très surpris avec Lully parce que l'audio est fait par un narrateur différent. Et le narrateur qu'ils ont pris, au secours. Au secours, au secours, au secours. Alors je pense que ça n'a pas aidé à mon approche avec ce livre. J'ai trouvé que j'ai été choqué par les propos de Tillier étant donné que c'était un ancien informaticien. Mais bref, ça on passe. Mais le narrateur faisait une voix de Dumbledore à Charcot. Donc j'avais l'impression que Charcot avait 90 ans et était sur le point de canner. Et j'ai pas retrouvé le Charcot que j'ai aimé dans les précédents tomes. Je trouve qu'on a vraiment affaire au vieux con, si je puis dire, voilà, vraiment le vieux con. Et en plus, avec la voix du narrateur qui lui donnait une voix de Dumbledore, bah, ça allait vraiment dans ce sens-là. J'ai trouvé que Lucie est... Alors, déjà que d'habitude, elle est très effacée, mais alors là, si elle a 50 pages pour elle, sur ce livre, c'est vraiment un exploit. On l'a fait complètement oublier, elle devient la potiche qui s'occupe des enfants, elle a aucune place dans l'enquête, alors qu'on va donner la part belle à un autre personnage qui a vécu beaucoup de traumas dans les précédents tomes. Et j'ai l'impression que bah, ce gars, c'est pareil, lui, on va lui faire enchaîner tous les traumas du monde possible. Et donc on va le faire souffrir avec cette histoire. Donc je reste un peu en mode, bon, que penser de cette saga, étant donné que plus ça va, plus on avance, moins j'ai l'impression que Tilly arrive à s'en sortir. Surtout qu'en plus, je trouve que bah, le sujet est un peu ce casse-gueule là, j'ai on a tous un peu un avis différent sur cette idée-là. Je garde la mienne et voilà. Mais je pense qu'il aurait pu vraiment faire un bon thriller dessus, qu'il aurait pu vraiment donner une histoire très intéressante, lui qui en plus se renseigne énormément au niveau science, ça aurait pu être vraiment incroyable. Mais j'ai l'impression que le roman, tout le long, il tombe comme un soufflet, quoi. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'était pas ouf. Je me suis pas ennuyé parce que c'est du Tillier, donc ça se lit bien, c'est intéressant et tout. J'avais envie de savoir la suite. Mais j'ai été déçu. J'ai été très déçu de ce titre. Étant donné que j'avais énormément apprécié le précédent, donc qui était Charcot, je me suis dit, bah Lucas, on va être dans la même chose, même si Charcot, à la fin, je trouve que ça se casse un peu la figure aussi. Mais Lucas, j'ai l'impression que ça a été une fausse note de A à Z. Alors, est-ce qu'il a été écrit trop vite, de manière trop précipitée? Je sais pas, mais j'ai pas trouvé. C'est pour tout vous dire, c'est que j'en ai oublié la moitié en plus. Là, je suis persuadé qu'il y en a la moitié que j'ai oublié des événements qui se passent. J'ai les grandes lignes, mais j'en ai oublié la moitié, alors que je vais repenser à Charcot, à Pandemia et aux autres. J'ai au moins encore des scènes qui me marquent. Là, dans celui-là, j'ai les grandes lignes, mais c'est vrai que, ouais, non, il m'a pas impressionné, quoi. Ça aurait été écrit par un autre auteur, je pense que ça m'aurait plus marqué. Mais vu que c'est Franck Tillier, je sais pas, j'ai une attente peut-être un peu plus élevée sur ce genre de titre venant de cet auteur. Écoutez, hein, on peut pas plaire à tout le monde, mais ce titre, ouais, pour moi, ça a été une déception absolue. Ouais, je sais pas, tout ce que j'ai su à dire à Lully, c'est vraiment la phrase que je vous ai dit, c'est un bon thriller, mais c'est un très mauvais Franck Tillier. Voilà, il n'y a pas plus à dire. Il aurait fait, ça aurait été un autre auteur avec un autre contexte, j'aurais peut-être plus apprécié, j'aurais peut-être eu moins d'attentes. Mais là, il m'a tellement habitué à faire un travail d'orfèvre que quand je suis arrivé sur celui-là, j'ai dit oh, tout ça pour ça. À la fin, j'étais un peu en mode ok, bah c'est un peu rocambolorex. En plus, le message caché dans l'histoire, je suis un peu déçu venant d'un ancien informaticien de dire ça. Dans cette saga, il ne me reste plus que 1991 et évidemment le prochain qui sortira.
Là, Lully, elle a décidé que ouais, elle allait prendre un peu les étalés parce que du coup, on les faisait en lecture commune. Lully m'a dit qu'elle allait un peu les étaler parce qu'elle veut quand même en garder quelques-uns. Et en vrai, plus j'y réfléchis, plus je me dis que c'est peut-être pas plus mal de, de le laisser respirer parce que peut-être que j'aurai moins d'attente quand j'irai dans la faille. Euh, oui, c'est la faille qui me reste. Parce que Lully, il lui reste 1991 en plus, mais moi je l'ai déjà lu. Donc, quand j'irai dans la faille, peut-être que j'aurai moins d'attente et peut-être que ça se passera mieux, mais c'est vrai que là, pour le moment, c'est un peu un gros flop. Voilà, un gros flop pour moi sur ce titre. Je le quitte un peu désappointé, si je peux dire. Ensuite, une autre lecture qui n'a pas été très évidente. Aussi une lecture commune avec Lully, décidément, on n'a pas eu de. Enfin, elle a apprécié sa lecture quand même. Je peux rien dire. C'est le tome 2 de la Guilde des Ombres d'Anatrice. Je vous refais vite fait le résumé. On va suivre Panama, qui est une jeune fille qui va être recrutée pour rentrer dans la Guilde des Ombres, essentiellement composée d'elfes. C'est une jeune fille qui va apprendre le rôle des assassins, parce que la Guilde des Ombres est une guilde des assassins. Sauf que Panama, elle a la particularité, c'est qu'elle a le don de la déesse de la mort, qui est vénérée dans cette guilde, c'est-à-dire qu'elle peut, au toucher, tuer quelqu'un. Voilà. Donc, elle va subir tout ce qui est le racisme, etc., le sexisme, bref, tout ce qu'on peut imaginer. Et on va suivre Panama qui va évoluer au fur et à mesure. Et là, dans ce tome 2, donc qui est en fait la deuxième partie du tome 1 en grand format, enfin, ils ont été séparés aussi en grand format, mais chez Pocket, ils appellent ça le tome 2, donc qui s'appelle La Grande Traque. On va suivre l'évolution de la relation entre Panama et son mentor, Faucheur. Il va y avoir une romance qui va se mettre en place, et bordel de merde, si je puis dire. J'ai détesté cette romance. J'ai revu, enfin, on voit tous les travers de Faucheur. On voit très clairement que c'est une relation toxique qu'elle est en train de vivre. Mais elle ne le voit pas parce qu'elle adule tellement son mentor. Et au fur et à mesure, elle va quand même ouvrir les yeux. Mais c'est vrai que c'est très très long. Je pense que ce roman, ouais, il fait 800 pages. Il y a 400 pages de scènes de Huck, c'est le minimum. C'était horrible. J'avais commencé au début à les lire parce qu'on m'avait dit que j'allais apprendre des choses dans l'univers, euh, sur l'univers de la Guilde des Ombres. Non. Enfin, non, c'était une torture, c'était horrible. On m'avait dit que le tome 2 était le pire de la saga, mais franchement, waouh, je m'attendais à quelque chose, mais je m'attendais pas à ce niveau-là, quoi. C'était malaisant, c'était horrible. J'ai même dit à Lully qu'au bout d'un moment, franchement, j'aurais pas été fan de l'univers et je l'aurais pas fait en lecture commune avec elle. Franchement, j'aurais abandonné. Enfin, j'aurais vraiment dit, mais comment on peut apprécier cette lecture avec le calvaire que c'est, quoi. Enfin, c'était vraiment un calvaire. Oui, c'était un calvaire. J'ai mis 15 jours pour le lire. J'étais très impatient de le découvrir à la base. J'étais en mode, oh, il va y avoir des scènes de Huck, mais ça va passer vite et tout. Et à chaque fois, ouais, j'avais un blocage avec ces scènes et ce personnage de faucheur, parce qu'en vrai, il y a eu d'autres scènes de Huck avec d'autres personnages et c'était moins malaisant, si je puis dire. Mais là, ouais, c'est vraiment avec ce personnage ouais, qui était, enfin, frôlait la dark, c'était de la dark romance d'un certain côté, je pense. C'est bien parce que du coup, ça m'a convaincu de ne pas lire ce genre de titre, hein, parce que c'est pas du tout ce qui me plaît. Mais c'est vrai que ça a été très 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 compliqué, je trouve, à lire certains passages. Certains passages, je les ai zappés complètement parce qu'en vrai, j'étais en mode bon, c'est bon, c'est la huitième fellation dans le livre, je pense que je peux passer à autre chose. Voilà, donc j'ai vraiment pas apprécié, j'ai abandonné. Enfin, j'ai pas abandonné, mais j'ai vraiment été en mode, ça a été très dur. Et puis il y a eu les 200 dernières pages. Et là, enfin, on se remet dans l'univers de fantasy. Il y a vraiment des choses qui se passent. Il y a du complot politique. Il y a des ramifications qui se font. Et là, tu te dis, allez, on a passé le plus gros, maintenant ça va rentrer. Et les 200 pages sont passées ultra vite. Une fois qu'on était retourné dans l'univers de fantasy, qu'on avait vraiment des choses qui se passaient autres que dans une chambre ou ailleurs, c'était beaucoup plus intéressant. Voilà, je me dis, putain, mais c'est pour ça que j'aime ce titre, c'est pour ça que j'aime cette saga, c'est pour le côté fantasy, le côté complot politique, le côté où il se passe des choses, où en plus
on te fait un pont parce que le prologue commence, ça se passe des années avant par rapport au tome 1, donc là on refait le pont avec le prologue, donc on se retourne sur nos pattes. Vraiment, enfin, moi le prologue il m'avait fait surkiffer le début du bouquin en me disant oh, ça annonce du lourd et tout. Ah bah je me suis dit j'ai bien fait de résister les 400 pages là, c'était long, c'était dur, mais j'y suis arrivé. Et ouais, les 200 dernières pages, je les ai gobées, hein. En 2 jours, ils étaient finis, hein. Donc ça prouve bien qu'il y a quand même des choses très intéressantes. Donc j'ai échangé aussi avec une autre personne qui adore la Guilde des Ombres, qui m'a dit que, en gros, elle m'a dit Dorian, si tu n'aimes pas le tome 3, abandonne. J'ai le tome 3 dans ma palle, il m'a été offert par Caro pour Noël. Donc du coup, je vais lire ce tome 3, je vais le lire en mars. Lully est déjà en train de le lire actuellement, donc on se parle, quand on arrivera à se capter, on arrivera au même point, on échangera sur ça. Mais c'est vrai que, waouh, euh, au secours, ça a été dur au début, très très dur la Guilde des Ombres. Mais j'y suis arrivé. Donc à voir ce tome 3 ce que ça va donner. Et si ce tome 3 ça ne le fait pas, j'arrête la saga. Si ce tome 3 ça le fait, je continue. De ce que j'ai compris, Lully me dit que c'est génialissime. Donc à voir ce que ça va donner. Parce qu'on était assez d'accord sur les scènes de Hugues qui étaient très 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 malaisantes. Voilà, donc pour la Guilde des Ombres, tome 2. Ensuite, alors, moi j'ai les deux formats, parce qu'en vrai, j'ai emprunté à la bibliothèque, mais j'ai lu le tome 1 d'une trilogie du Nuit d'hiver, donc moi j'ai l'intégrale de France Loisirs, mais pour montrer, c'est celui-là, donc c'est L'ours et le rossignol de Catherine Arden. J'ai lu en lecture commune avec Julie Husinger sur Insta. Et alors, on va être dans un univers, on va être en Russie, je sais plus en quelle époque de la Russie, mais on va être dans un univers de fantasy soviétique du coup. Ouais, je pense que ça marche. J'ai eu un gros doute, mais je pense que ça marche. Moi et la géographie et l'histoire, m'en voulez pas, j'étais une brêle. J'ai les grandes lignes, mais bref. Donc, l'ours et le rossignol de Catherine Arden, on va être dans un univers donc du coup russe. On va suivre une jeune fille en particulier qui est qui est la dernière fille d'une fratrie. Sa mère est morte en couche. Et cette jeune fille a la particularité, c'est qu'elle voit les personnages des contes de la Russie, des mythes et légendes de la Russie. Elle les voit et pour elle, ça a toujours été normal parce qu'elle les a toujours vus, etc. Pour les autres, ce sont que des contes. Pour elle, c'est la vérité parce qu'elle les croise au quotidien, si je puis dire. Et donc, on va suivre cette jeune fille un peu innocente qui croit aux contes et qui va tout faire pour les aider. Ces personnages de mythes et légendes. Et en parallèle, on va suivre l'arrivée du christianisme dans sa maison. Parce que du coup, il va y avoir un prêtre qui va être amené à son village et qui va avoir pour objectif de répandre la parole de Dieu. Donc il va y avoir en effet ces anciens mythes et légendes qui du coup pour elle existent vraiment. J'ai oublié son prénom, ça m'énerve. Vassia, c'est ça. Vassia, elle croit réellement en ces mythes et légendes, si je puis dire, parce qu'elle les voit. Et vous avez un prêtre qui arrive et qui lui dit qu'elle ne voit que des démons et que le seul être qu'il faut vénérer, c'est Dieu, le Dieu de la religion chrétienne. Donc du coup, il y a cette opposition. En plus, voilà. Donc on va suivre cette histoire et en parallèle, il va y avoir évidemment un personnage des contes et légendes russes qui va arriver pour prendre le pouvoir et se servir de, de Vassia ou du prêtre pour étendre son pouvoir. C'était très compliqué au début, parce que l'histoire met beaucoup de temps à se mettre en place. Le temps que Vassia arrive, on va suivre d'abord le père, donc Piotr, qui lui va devoir faire des trucs. On va comprendre que ils ont une gouvernante qui aime beaucoup raconter des histoires, etc. On va nous expliquer un peu certains contes de l'histoire. On va suivre un peu cette famille et il va y avoir l'arrivée de Vassia et là l'histoire va vraiment se lancer. C'est vrai qu'au début c'est un peu long à se mettre en place. En plus on est dans un univers que je ne connais pas du tout. J'ai lu très peu de titres sur le folklore russe. Donc j'ai été vraiment en totale découverte dans ce titre. Mais j'avoue qu'une fois que l'histoire est lancée et qu'on est bien dedans et qu'on voit à peu près où est-ce qu'elle veut nous amener, c'est très intéressant. C'était vraiment un très chouette moment. J'ai beaucoup apprécié cette lecture. On apprend plein de choses. On découvre
plein de choses aussi. Et ouais, j'ai plutôt bien aimé. Et du coup, j'attends que Julie soit disponible pour qu'on puisse lire le tome 2 qui est La fille dans la tour. Alors par contre, ce qui m'étonne, c'est que La fille dans la tour, j'ai lu dans le résumé qu'il peut être considéré comme un one-shot, qui peut être lu en parallèle de l'histoire de celui-ci. Alors, on va retrouver les personnages principaux, mais il paraît que ça peut se lire indépendamment des autres. Donc à voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux, parce qu'en soi, oui, en effet, bah, ce titre finit avec un peu une fin ouverte, mais bah, l'histoire qui devait être racontée dans ce titre a été racontée. Donc on a eu les de A à Z, donc ça aurait très bien pu être un one shot, mais il y a deux autres tomes. Donc je ne sais pas de quoi parle le deuxième tome ni le troisième, mais j'avais lu que le deuxième tome pouvait se lire indépendamment des autres. Donc à voir ce que ça va donner. Par la suite, j'ai très hâte de découvrir la suite. Donc je pensais qu'on la lirait en mars. Je pense que ça va être peut-être être un peu serré pour la lire en mars le tome 2. Mais on le lira assez vite parce que j'ai pas envie de faire traîner mes sagas. Parce que j'ai envie de me rappeler un peu de tout ce que je lis. Et surtout, bah. Ouais, j'aimerais le finir parce qu'il fait partie de ma palle des 12 sur 21 du mois enfin de 2000, de 2025. C'est des 12, donc les 12 titres de ma palle de 2021 qui sont dans ma palle de 2025 du coup, que j'aimerais lire. Voilà, donc dans l'ensemble, ça a été un peu mitigé au niveau lecture, je l'avoue, mais on va dire que ça arrive, on fait comme on peut au niveau de nos pales et tout. Moi, j'avance et puis on verra par la suite. Voilà, ça clôture du coup ce bilan lecture. Du coup, cette vidéo sort le jour où je la tourne, donc le dimanche, là, comme vous pouvez le. Enfin, vous le voyez pas, mais je la tourne le dimanche pour pouvoir vous la sortir ce soir, parce qu'en vrai, je devais vous la tourner la semaine dernière. Sauf que la semaine dernière, j'avais un tournoi de tennis, donc j'avais clairement pas le temps. Je suis rentré à plus de 18h30, j'étais mort, j'avais qu'une envie, c'était de prendre une douche et de me coucher. Mais bref, donc du coup, pas pu la tourner, je ne la tourne que maintenant et du coup vous l'avez que ce soir. Et là je vais enchaîner sur une deuxième vidéo pour que vous l'ayez jeudi, celle-là en temps et en heure. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne semaine, à très vite, bye tout le monde.